Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 27 janvier 2025. Épisode 171. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de la région centre sous la tempête. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter de votre week-end. Au programme aujourd'hui dans cette édition, vulnérabilité dans le framework LLAMA de Meta, une faille critique dans le framework d'IA de Meta expose les systèmes utilisant cette technologie des risques d'exploitation. Plus de 100 vulnérabilités découvertes dans les réseaux 5G, persistance des access brokers et botnets associés, un article du Sens Diary explore les méthodes employées par les access brokers, menaces dans les emails, le salage de textes cachés, une nouvelle méthode appelée salting permet d'intégrer des textes invisibles dans les emails pour contourner les filtres de sécurité. Rançongiciel exploitant des tunnels SSH pour accéder à VMware ESXi. Un groupe de rançongiciel utilise des tunnels SSH pour accéder furtivement aux environnements VMware ESXi. Rien de nouveau, mais c'est une bonne piqûre de rappel pour un début de semaine. Et enfin, nous reviendrons sur l'interruption de ChatGPT chez OpenAI avec quelques analyses et conséquences possibles. Une vulnérabilité critique a été découverte dans le framework d'intelligence artificielle LLAMA de Meta, utilisé pour le développement d'applications d'IA. Cette faille, identifiée sous la CVE 2024-50050, permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire sur le serveur d'inférence LLAMA Stack en envoyant des données malveillantes qui sont désérialisées. Ce problème résidait dans l'utilisation de la bibliothèque Python Pickle pour la désérialisation des objets, ce qui est risqué car cela peut entraîner l'exécution de code non autorisé lorsque des données non fiables sont traitées. Cette vulnérabilité a été signalée de manière responsable à Meta le 24 septembre 2024 et en réponse, Meta a publié une mise à jour le 10 octobre 2024. On est quand même le 27 janvier 2025 et c'est juste uniquement ce week-end qu'on a appris la correction. Alors on est passé à la version 0.041 du framework qui va remplacer Pickle par le format JSON pour la communication via les sockets, réduisant ainsi le risque d'exécution du code arbitraire. Alors bien entendu, si vous utilisez le framework LLAMA de Meta, il est fortement recommandé de mettre à jour vers la version 0.041 ou ultérieure pour se protéger contre cette vulnérabilité. Il n'est jamais trop tard. Dans le cadre des opérations des opérateurs de télécommunications américains, The Hacker News nous apprend qu'une équipe de chercheurs des universités de Floride et de l'État de Caroline du Nord ont identifié plus de 100 vulnérabilités de sécurité dans des implémentations LTE et 5G réparties sur 7 implémentations LTE. Donc il y a du Open 5JS, Magma, OpenAir Interface, Artonet, SD-Core, NextXP ou SRS RAN et 3 implémentations de 5G pure qui sont Open 5GS, Magma et OpenAir Interface. Ces failles affectent des composants critiques tels que le Mobility Management Entity, ce qu'on appelle le MME, ou l'Access and Mobility Management Function, l'AMF, qui pourrait permettre à un attaquant de perturber les communications cellulaires à grande échelle, y compris les appels téléphoniques, les messages et les données. Certaines de ces vulnérabilités peuvent être exploitées par un appareil mobile non authentifié, donc on n'a pas besoin d'avoir de carte SIM, simplement en envoyant un paquet de données malveillants. Les chercheurs ont utilisé une méthode de fusing appelée ce qu'on appelle le RAN Sacked pour découvrir ces failles, mettant en évidence des problèmes tels que des dépassements de tampons ou des erreurs de corruption de mémoire. Cette vulnérabilité pourrait également être exploitée pour accéder au réseau central cellulaire de l'opérateur, permettant ainsi la surveillance de la localisation des informations de connexion des abonnés ainsi que des attaques ciblées. Ça ne m'étonnerait pas que Sol Typhoon ne l'ait pas utilisé. L'Internet Storm Center du Sens vient de publier un article sur les access brokers ou les courtiers en accès des groupes cybercriminels qui jouent un rôle clé dans cet écosystème. Leur mission consiste à obtenir un accès initial à des environnements compromis, à y établir des mécanismes de persistance, puis à revendre ces accès à des groupes malveillants pour des campagnes d'attaque ultérieures. C'est passionnant à lire, ça donne vraiment une bonne approche quand on fait de la CTI, de la Cyber Threat Intelligence. Et ces acteurs qui visent des secteurs variés, avec une concentration particulière sur les environnements académiques, gouvernementaux et technologiques, ainsi que les financiers. Une des méthodes les plus répandues utilisées par ces courtiers repose sur l'exploitation de botnets, dont SystemBC, qui a été identifié, est un exemple vraiment marquant. Ce botnet se distingue par son utilisation en tant que proxy SOC, ce qui permet de masquer les activités malveillantes en rendant le trafic réseau difficilement traçable.
c'est vraiment à lire sans modération. Si vous avez un article à lire ce matin, c'est celui-ci. Les équipes de sécurité de Talos ont publié un article Comment les cybercriminels contournent les systèmes de détection des courriels malveillants. Cette technique, récente appelée le salage de texte caché ou empoisonment, consiste à insérer des caractères ou des éléments HTML, CSS invisibles à l'œil nu dans le contenu des courriels. C'est pas nouveau, mais ça marche toujours aussi bien. Car cette méthode, elle va perturber les analyseurs de courriels, les filtres anti-spam ou les moteurs de détection basés sur des mots-clés. Les attaquants définissent des styles CSS avec des propriétés telles que display inline block qui combine à une largeur avec un width de 0 ou overflow hidden. Cela permet d'insérer des caractères entre les lettres d'une marque, rendant ces caractères invisibles lors de l'affichage du courriel, mais perturbant les analyseurs automatiques. De tels caractères ont des espaces à largeur nulle et des non-jonctions à largeur nulle aussi, ce qu'on appelle, alors pour les plus techniciens, ZWSP et le ZWNJ, qui sont insérés entre les lettres de mots-clés. Bien que ces caractères soient invisibles pour l'utilisateur, ils modifient la chaîne de caractères analysés pour les systèmes de détection, rendant celle-ci complètement c'est inopérant. Ça marche super bien. J'ai fait un test pour voir, ça passe bien. Ça, comme on dit, ça rentre tout seul. Donc, et dans ce cadre de ce qui est terrible quand on lit l'article, c'est que au niveau technique, comme le HTML smuggling, les attaquants vont insérer des commentaires ou des caractères non pertinents au sein du code HTML ou des chaînes encodées en base 64, et ça va vraiment compliquer l'analyse du code. Bon, il existe des mesures de mitigation. Ça sera peut-être l'essentiel de cette partie, c'est on va s'appuyer sur des techniques de filtrage avancées capables de détecter l'utilisation suspecte de propriétés CSS telles que le visibility hidden ou display, voire none, ainsi que l'insertion excessive de styles de ligne en de structures HTML inhabituelles. C'est vrai que quelque part, pour nous les anciens, envoyer un mail en HTML, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On voit qu'on est dans la gabegie numérique. On envoyait du texte en mode texte, quoi. Le RFC, quand vous suivez les RFC, c'est vous envoyez pas avec du HTML, des signatures, des images. C'est super cool au niveau du mail, hein, mais ça reste un mail. Une analyse basée sur des caractéristiques visuelles par une évaluation des caractéristiques des courriels afin de détecter des incohérences entre le contenu visible et le code source sous-jacent, c'est pas à la portée de tout le monde. Cette partie-là, elle est la plus compliquée. Et ce qui m'a fait sourire dans l'article de Talos, c'est quand ils nous ont dit enfin une solution de sécurité des courriels basée sur l'IA. Alors je veux bien qu'on mange de l'IA le matin, le midi, le soir, mais j'aimerais bien voir la technologie. Mais c'est à lire quand même, l'article est vraiment passionnant. C'est les équipes de Talos, c'est top. Bleeping Computer nous informe que les acteurs malveillants ciblant les hyperviseurs VMware ESXi exploitent des tunnels SSH pour maintenir un accès persistant et discret au système compromis. Alors je sais que certains d'entre vous vont dire mais il n'y a rien de nouveau, oui mais ça marche toujours aussi bien. Les méthodes d'attaque restent classiques mais terriblement efficaces. Exploitation de vulnérabilités connues non corrigées dans les hyperviseurs ESXi pour obtenir un accès initial. Utilisation d'informations d'identification compromis, les fameux credentials qu'on trouve dans les fuites de données. Et l'utilisation de tunnels SSH, car il faut quand même ne pas oublier que les hyperviseurs ESXi intègrent un service SSH conçu pour la gestion à distance par les admins. Les attaquants abusent de cette fonctionnalité pour établir des tunnels SSH, facilitant ainsi la persistance, les mouvements latéraux au sein du réseau et le déploiement de charges malveillantes, notamment les ransomware. Cette approche leur permet de dissimuler leur activité, surtout si les organisations ne surveillent pas activement l'activité SSH sur leur hyperviseur ESXi. Alors les recommandations sont assez classiques, basiques, qui ne coûtent pas cher mais qui permettent d'être assez efficaces contre ce type d'attaquants. Mettre en place une surveillance continue de l'activité SSH. Ouais, ça c'est vraiment la base, quoi. Qui se connecte sur les serveurs en SSH, à quelle heure, de quelle géolocalisation. Appliquer rapidement des correctifs de sécurité pour combler les vulnérabilités des hyperviseurs. Idem, c'est quelque chose qu'en tant qu'administrateur, vous devez être vraiment aware sur ce côté-là. On décale pas une mise à jour sur un hyperviseur. Authentification renforcée, mettre en œuvre un système multifactoriel, la base, classique. Et comme d'habitude, ça sera le leitmotiv de 2025, restreindre l'accès SSH aux superviseurs, aux adresses IP de confiance et désactiver le service SSH s'il n'est pas utilisé. Du classique, c'est un bon rappel pour un lundi matin et ne pas hésiter à filtrer ses IP, quoi. Enfin, pour finir cette rubrique d'actualité, The Register, notre tabloïd anglais, revient sur le fait que le jeudi 23 janvier 2025, ChatGPT a subi une panne mondiale affectant des millions d'utilisateurs.
Les problèmes ont commencé vers 12h30, heure de Paris, atteignant un pic de signalement à 12h57. Les utilisateurs de divers pays, dont la France, ont rencontré des difficultés pour accéder aux services, traiter des requêtes et obtenir des réponses précises. Alors c'est vrai que tous les gens qui sont habitués à avoir ChatGPT en assistant, c'était plus compliqué. Et il y avait des messages d'erreur type Bad Gateway. Alors, OpenAI a rapidement reconnu le problème, signalant des taux d'erreur élevés sur ChatGPT et son API. L'équipe a commencé à enquêter peu avant 13h et a mis en place un correctif en moins de 30 minutes, déclarant l'incident résolu à 13h43. C'est efficace. 43 minutes un incident de prod, c'est pas donné à tout le monde, mais il y a certaines sources, et là j'ai eu du mal à trouver du factuel, ils ont suggéré que l'implication possible de la panne serait due au groupe Monsieur Hamza dans cette interruption. L'info n'est pas confirmée par l'éditeur. À suivre, on va voir la transparence de l'intelligence artificielle et de ses éditeurs. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 27 janvier 2025 touche à sa fin. Il est 5h45 du matin, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je vous cache pas, c'est dur après le week-end. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Demain, ça sera une surprise. Je serai quelque part en France, mais où on mange très bien. Au revoir. Ça, c'est du challenge Zing. Où c'est qu'on peut bien manger en France ? Partout.